Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'Ici et Maintenant 95.2 FM et également sur internet ici et maintenant.com, sans oublier le canal 9A de la RNT. C'est Morgane avec vous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme chaque année pour la période de Noël, la plupart des gens sont en train de faire leurs courses pour le dîner de Noël et du Nouvel An. C'est la fête, certes, mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Gauthier, porte-parole et responsable de l'association L214, justement pour parler du foie gras, la tradition qui pousse des ménages à se payer un produit de fête quand ils n'en ont pas forcément les moyens. Brigitte Gauthier, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Brigitte Gauthier. Alors la souffrance animale pour quelques petits plaisirs gustatifs, qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien justement, ça pose vraiment une question éthique. Est-ce que mon plaisir justifie de faire souffrir les animaux? Et c'est une question qui se pose de façon encore plus accentuée, notamment sur la production de foie gras, puisque c'est une production qui implique de rendre volontairement malades les oiseaux, donc les canards ou les oies qui sont dans la production de foie gras. Donc oui, cette balance éthique, ce curseur éthique, c'est à nous de le placer tous les jours. Et en période de Noël, encore plus, puisqu'effectivement, on fait des extras, mais ces extras, ils sont payés finalement encore plus cher par les animaux, et c'est vraiment le cas de la production de foie gras, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions d'exploitation sont ces malheureuses bestioles ? Alors, tenez-vous prêts, c'est quand même pas un conte de Noël, justement. C'est vraiment une histoire assez terrible pour tous ces canards et ces oies. Alors, je vais m'attarder plutôt sur les canards, parce que les canards, ils représentent 97% de la production de foie gras. Donc, quand vous achetez du foie gras, vous avez plutôt 9 chances sur 10, voire quasiment 10 sur 10 de tomber sur du foie gras de canard. Et donc, l'histoire de ces canards commence, même avant le couvoir, même avant leur naissance, par des centres dans lesquels on va faire l'insémination artificielle des canes, puisque les canards qui sont utilisés dans la production de foie gras aujourd'hui, ce sont des animaux hybrides, c'est-à-dire le croisement d'une cane Pékin et d'un canard de Barbarie. Et donc, on va inséminer des canes artificiellement de façon à leur faire produire, à leur faire pondre des œufs de canards mulards. Les canards mulards, ce sont des animaux, des oiseaux, qui n'ont jamais existé dans la nature, qui ne sont pas migrateurs, qui sont même incapables de voler. Et c'est cela qu'on va utiliser dans la production de foie gras, puisque toutes ces recherches, d'ailleurs menées en partie par les zootechniciens de l'INRA, nous amènent sur une souche de canard qui est finalement optimisée pour déclencher le plus rapidement possible la maladie, la stéatose hépatique. Dans la production de foie gras, c'est une tradition. On utilise quasiment uniquement des canards mâles. C'est un peu l'inverse de la production des œufs. Dans la production des œufs, on va utiliser des poules pondeuses que les femelles et on va broyer les mâles. Là, dans la production de foie gras, c'est les mâles qu'on va garder pour être gavés parce qu'ils ont un foie plus gros, moins pénible à travailler parce qu'il est moins innervé. Donc, il y a moins de travail sur le foie à la sortie. Et du coup, les canetons femelles, elles vont être, comme les poussins mâles, broyées ou gazées à la naissance. Et certaines d'entre elles, d'après la filière, sont exportées vers les pays de l'Est. Donc voilà, c'est un début de vie. Alors pour les uns, qui se termine tout de suite. Pour les autres, ils vont être envoyés dans des élevages, donc dans des grands hangars pendant les 40 premiers jours de leur vie pour les faire grandir dans des grands bâtiments, tous les uns avec les autres. Donc imaginez un grand hangar rempli de pitons qui vont grandir comme ça jusqu'à 40 jours. À partir de 40 jours, ils ont un accès à l'extérieur. Et puis, à 80 jours, arrive ce qu'on appelle la période de gavage, qui suit une période de pré-gavage où on va les priver de nourriture pendant un long moment, puis tout à coup leur donner une quantité de nourriture folle de façon à essayer de développer un peu leur jabot. Parce qu'en fait, il faut les préparer au choc du gavage, qui physiologiquement est absolument terrible.
Donc une fois qu'ils ont passé cette période plus, disons, à l'extérieur, pour les préparer à ce choc du gavage, ils sont mis dans des cages. Aujourd'hui, ce sont des cages collectives où habituellement il y a 3 canards dans la même cage, avec au moment du gavage des grilles qui se rabattent. Alors, faut bien avoir à l'esprit aussi que, en principe, dans la production de foie gras, un des arguments des producteurs, c'est de dire que les oiseaux, ils en redemandent, ils adorent ça. Alors, on voit très bien que c'est faux, puisque justement, on les enferme dans des cages, et même au-delà de les enfermer dans ces cages, au moment du gavage, il y a des grilles qui se rabattent sur eux pour les immobiliser totalement. Et même avec ces grilles qui sont rabattues, on voit que les animaux acculés font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'échapper au geste du gaveur. Et donc là commence le geste du gaveur. C'est une mixture de maïs, du maïs broyé, dans lequel qui va être injecté à la pompe hydraulique ou pneumatique en quelques secondes, directement avec un embuc enfoncé. Donc ça fait penser un peu à quand vous êtes à la station de service et que vous vous servez avec votre pompe à essence, là, c'est exactement un peu le même truc, sauf que là, on le met dans la gueule du canard, dans le bec du canard, et ça va permettre d'injecter en quelques secondes une quantité de nourriture que l'animal n'aurait jamais pris spontanément. En fin de gavage, ça va jusqu'à 1 kilo de pâté qui est injecté directement dans le jabot de l'animal, et on voit les comportements de halètement, donc cette régulation qui se fait après coup pour essayer de récupérer le choc thermique qui est subi par les animaux, des animaux qui deviennent, on voit bien que c'est un vrai choc. Le foie va prendre quelques jours, donc là c'est à peu près 10 jours, 10 fois sa taille normale, montrer un peu l'ampleur de la maladie. Ce foie va comprimer les autres organes de l'animal, il va être pris de diarrhée. Donc on a vraiment un processus, et c'est Philippe Lapac qui lui-même a été gaveur pendant un temps, qui nous a expliqué justement que l'idée du foie gras, c'est d'emmener les oiseaux à leur limite physiologique. Donc c'est exactement ça. On fait enfler ce foie, et c'est ça dont on se délecte sur les tables à Noël. Et c'est justement, nous, ce sur quoi ça a été une des premières campagnes de L214, même à l'époque, avant que L214 soit né, quand on s'appelait Stop Gavage. Ça a été notre première découverte, la fabrication de foie gras et ce que ça a impliqué pour les oiseaux en termes de souffrance animale. Alors aujourd'hui, c'est reconnu, il y a plus de 60% des gens qui pensent qu'effectivement, le fait de produire du foie gras par gavage, c'est préjudiciable pour les animaux, et on voit d'année en année, on fait le même sondage chaque année avec les mêmes questions. On voit qu'aujourd'hui, 58% des Français seraient favorables à l'interdiction du gavage. Donc ça, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'enfin on ouvre les yeux. Il y a un autre chiffre intéressant qui est celui de 37%. On a 37% des personnes interrogées qui disent qu'elles refusent d'acheter du foie gras. Maintenant, quand vous allez en famille, souvent il y en a sur la table. Donc en fait, sachez que quand vous proposez du foie gras sur votre table, en fait, tout le monde n'est pas enthousiasmé à l'idée de manger l'organe malade de cet animal. Quand on apprend ces conditions d'exploitation que vous venez de nous expliquer, effectivement, ça devient difficile d'accepter cette tradition de Noël. Quels sont les derniers combats de l'association L214 justement pour avertir et stopper ce genre de massacre? Et puis vous nous avez aussi également parlé de cette évolution, mais aujourd'hui, quelles sont votre actualité concernant le gavage des animaux? On est toujours sur de l'information, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de poser les cartes sur la table, de soulever les questions éthiques autour de l'utilisation des animaux telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère les animaux comme des ressources. C'est donc le cas pour les canards. On a décidé que pour Noël. On a décidé, pas depuis longtemps, parce que souvent on nous dit « Oh, c'est une tradition, ça date d'il y a bien longtemps ». C'est faux.
C'est assez récent. C'est une opération marketing qui a super bien marché dans les années 70-80 et qui perdure aujourd'hui. Il y a des millions d'euros qui sont investis dans la communication pour nous faire consommer du foie gras. On est vraiment là-dessus. Donc tout notre objectif, ça va être justement d'essayer de montrer les rouages par lesquels on arrive à nous faire consommer un produit dont on sait que on n'est pas pour. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on a envie de faire un petit peu comme tout le monde, de pas gâcher la fête en étant un peu les ravageurs de service. De l'autre côté, c'est complètement fou quand on se rend compte, quand on sait les conditions dans lesquelles est produit le foie gras. C'est difficile aujourd'hui de l'accepter tel quel, quoi. Et donc, c'est nous mettre devant ce paradoxe, qui est un paradoxe plus général que sur le foie gras. C'est vraiment le paradoxe de la viande. Avec d'un côté, on ne veut pas maltraiter et tuer des animaux, puis de l'autre, bah oui, on veut manger de la viande. Et c'est ce questionnement, alors qu'il nous met parfois mal à l'aise, mais enfin, l'objectif, c'est pas de culpabiliser. Hein. Je pourrais vous raconter aussi des horreurs sur la fabrication de la purée, comment on pèle les pommes de terre à vif, comment on les broie pour les transformer en purée. Vous ne seriez pas culpabilisé pour autant, et je pense que la purée pourrait continuer de faire partie de vos repas sans aucun problème. Maintenant, on sait que sur les animaux, on est en face d'êtres doués de sensibilité, on sait que ce qu'on leur fait subir, ça les fait souffrir, et on est vraiment complètement mal à l'aise par rapport à ça. Et cette culpabilité, en fait, elle nous appartient. C'est nous qui nous culpabilisons nous-mêmes en disant, bah oui, effectivement, devant les faits, devant les informations, il y a la petite voix intérieure qui nous dit, bah ouais, est-ce que mon plaisir justifie cette souffrance que je fais subir à d'autres animaux dans lesquels je me reconnais. Alors sur les canards, c'est peut-être moins flagrant, mais je me rappelle que quand on a montré justement les images d'abattoirs, je crois que ce qui a choqué les gens, c'est de voir la terreur, la peur dans le regard des animaux, et puis quelque part on s'est projeté aussi en se disant que si on était dans la même situation, on éprouverait exactement les mêmes émotions que ces animaux, et la même envie de vivre, et pas de se faire tuer quelques instants après. Donc il y a vraiment toutes ces dimensions qui rentrent en compte. Donc aujourd'hui, nous, on a un rôle essentiellement d'information, d'essayer ça, parce que c'est vrai qu'en face des producteurs, en face de leur budget, même simplement de leur budget de communication, on est complètement ridicule, on est tout petit, quoi. Que pensez-vous du conditionnement par les médias pour associer fête et foie gras ? Eh bien oui, ça fait partie des choses qu'on dénonce. Effectivement, les médias sont tributaires. Alors ils en sont tributaires parce que la filière foie gras fait beaucoup de communication autour de la question du foie gras. Donc on a des espèces de publics communiqués où ils vont essayer de dire, bah voilà, nous on a telle innovation, tiens, on se lance par exemple dans le hamburger au foie gras. Bon bah voilà, et ça leur fait des pages quelque part de publicité gratuite dans les médias. Et puis de l'autre côté, on a tout ce qui est annonceur, c'est-à-dire les publicités vraiment qui sont payées pour passer entre deux émissions de radio ou dans les pages de publicité de la télé, qui là sont un financement des chaînes. Et il est alors difficile pour le média d'aller dénoncer les conditions de production d'un produit dont il fait la publicité. Il risque de perdre un annonceur. Donc pour lui, les enjeux sont quand même assez forts et ne jouent pas en faveur des animaux. Mais en réalité, quelle est la réelle qualité nutritionnelle de ces produits issus de la souffrance ? Concernant le foie gras, c'est un petit peu comme si vous attaquiez une motte de beurre. Hein. Donc on est sur un produit extrêmement gras. Maintenant, on est sur un produit qu'on consomme une fois par an. Donc je suis pas sûre que d'aller sur la santé des êtres humains, ce soit très pertinent. Enfin voilà, ce qui est un poison, c'est de manger beaucoup de quelque chose qui effectivement peut nous nuire. Mais là, tous les produits finalement deviendraient des poisons si on en consommait beaucoup. Là où on va avoir des problèmes pour la santé et qu'on a déjà, hein, c'est vraiment sur la surconsommation des produits d'origine animale dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le repas typique français, c'est à chaque repas quasiment de la viande et puis des produits laitiers
Les œufs sont très présents aussi, hein, on est encore à plus de 220 œufs par an et par personne. Et puis, enfin voilà, et les produits de la mer aussi, on sait que la concentration en certains métaux, par exemple, notamment par rapport au mercure, je crois, dans les poissons, est aussi un problème de santé publique aujourd'hui. On voit les maladies modernes, certaines maladies, certains cancers, la cholestérolémie et d'autres problèmes, certains types de diabète, proviennent de ce déséquilibre alimentaire qui n'est absolument pas dénoncé. C'est-à-dire que les pouvoirs publics aujourd'hui, sur certaines thématiques, vont nous conseiller de faire du sport. Très bien, super, c'est vraiment une recommandation de santé publique, mais vont oublier de nous donner des conseils nutritionnels adaptés de façon à réduire les risques de ces maladies. Et puis de l'autre côté, il y a les risques de santé publique, où là, on est vraiment sur, justement, enfin, la question de la grippe aviaire, c'est une vraie question qui regarde effectivement les élevages, notamment les élevages de canards à foie gras ont été extrêmement touchés par ce phénomène de grippe aviaire. Et c'est encore les canards qui ont été touchés en premier et qui ont payé le prix fort. Mais voilà, on n'a jamais parlé de grippe du petit pois fou. Par contre, on parle de grippe porcine, on parle de grippe aviaire, qui sont favorisées par le confinement de ces animaux dans un lieu fermé, avec une variabilité génétique très faible. Et effectivement, cette promiscuité folle qui fait que aujourd'hui, les animaux d'élevage sont des gros consommateurs d'antibiotiques parce qu'on leur en donne. On leur en donne notamment en préventif. Quand vous avez un lapin qui éternue le matin, il faut traiter l'ensemble de l'élevage. Et donc, vous avez des bactéries qui peuvent développer des résistances dans tous ces types d'élevage parce que elles peuvent s'entraîner sur des antibiotiques qui sont donnés régulièrement. Alors, à l'approche des fêtes, quelles sont vos recommandations justement? Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre menu de fête, à vous, Brigitte Cottière? Alors déjà, je crois que Noël, c'est l'occasion de renouer, enfin je l'espère, pour beaucoup de gens avec sa famille, même si on n'a pas les mêmes idées, mais de trouver un peu de chaleur à ce moment de Noël, soit avec la famille, soit avec des amis, etc. Et ça, je le souhaite à tout le monde, une espèce de pause dans cette vie trépidante qu'on a par ailleurs. Avec L214, on est une association qui dénonce. Donc effectivement, je viens de parler des conditions dans lesquelles on obtient le foie gras, mais enfin, on pourrait parler aussi des œufs de caille, on pourrait parler des chapons, on pourrait parler du saumon, tout un tas de produits qui effectivement nous sont proposés comme des espèces d'incontournables de Noël et qui en fait sont des incontournables de la souffrance animale. Donc c'est très important effectivement d'ouvrir les yeux sur ces faits-là. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce que à Noël, on va se regarder dans le blanc des yeux en se disant dommage, il nous reste le pain et puis un petit peu de moutarde, zut, mince, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a un site qui s'appelle Vegan Pratique qui donne à la fois des conseils, des faits sur la nutrition à partir de faits scientifiques et médicaux qu'on a mis, hein, il y a toutes les sources, et puis tout un tas de recettes. On a mis 40 recettes pour les fêtes de Noël, dont une recette de bûche, par exemple, sans aucun produit d'origine animale. Donc, comment faire la fête sans avoir un impact négatif sur les animaux, c'est tout à fait possible. Et du coup, j'invite tout un chacun à y aller. Et alors, me concernant, j'avoue que pendant que je vous parle, je vois sur mon téléphone défiler tout un tas d'images. Ma famille, on a un canal de discussion en direct et on est en train justement de réfléchir à ce repas de réveillon. Et pour l'instant, de ce que j'ai vu passer, j'avoue que j'en ai l'eau à la bouche. On a tout un tas de trucs, notamment une tourte champignons marron délicieuse. Je le dis parce que je l'ai déjà goûté une autre fois, donc je le sais, c'est une valeur sûre. On a évidemment l'incontournable bûche de Noël. Ça, c'est clair.
Je vois aussi des spaghettis à la forestière qui arrivent, parce qu'on va avoir plusieurs jours ensemble. Donc voilà. On va avoir un repas de crêpes, c'est sûr, parce qu'on ne sera pas ensemble ensuite à la Chandeleur. Donc on va se faire un truc comme ça. Et puis pour l'apéro, on a des mini tortillas aux pommes de terre là qui sont prévues et qui ont l'air tout aussi délicieuses. Donc je pense qu'on va se régaler. Je précise que dans ma famille, je suis la seule végétalienne, la seule végane, mais que ce qui compte, c'est d'être ensemble. Et du coup, on a pris le repas sur lequel on était tous d'accord quelque part. Et le repas végétalien, c'est celui-là. C'est celui qui met tout le monde autour de la table, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos considérations éthiques. Normalement, c'est tout bon. Et puis en tout cas, tout ce que vous venez de nous dire a l'air vraiment délicieux. Et puis est-ce que vous pouvez nous rappeler également le site pour retrouver ces recettes? Alors, c'est vegan, donc VEGAN, pratique, comme pratique, PRATIQUE.fr. Et dessus, du coup, vous avez ces recettes de Noël qui sont mises à l'honneur dans le carrousel d'entrée. Et du coup, de l'entrée, alors même des amuse-bouches, du départ jusqu'au dessert, vous avez tout, et même les petits milliardises que vous pouvez faire ensuite pour profiter d'un petit café gourmand en sortie de repas. Donc voilà, vraiment, je vous invite à essayer, à vous lancer. Alors, je sais que sur le repas de Noël, souvent c'est délicat. Il y a notre tata un petit peu âgée qui vient et puis du coup, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins d'introduire quelques nouveautés au fur et à mesure et de changer. On a remarqué aussi avec notre campagne Végo Resto qui incite les chefs à proposer un menu vegan à leur menu, à leur carte, qu'ils étaient ravis, même s'ils ne sont pas véganes eux-mêmes, que leur restaurant ne propose pas uniquement des plats véganes. En fait, les retours qu'on a, c'est que ça les change, c'est original, c'est bon, c'est des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de mettre à l'honneur, et c'est des plats qui sont choisis, à leur grand étonnement, par une grande proportion de leur clientèle. Et c'est pas que des véganes qui viennent manger ces plats-là, c'est un petit peu tout le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a tous conscience qu'il y a quelque chose à jouer du point de vue éthique, du point de vue environnemental, du point de vue de la santé publique, du point de vue de partage des ressources, tout simplement, à manger différemment. Donc, soit réduire, soit arrêter complètement les produits d'origine animale. Et du coup, quand on est conscient de ça, ça nous incite un petit peu à choisir les menus véganes quand on va même au restaurant. Et puis même pour se lancer aussi dans des nouveautés et tout ça. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut opter pour le menu vegan une fois de temps en temps. Et puis il y a des raisons très solides d'opter pour le véganisme tout le temps. Alors Brigitte Gauthier, L214 est aujourd'hui bien connue maintenant donc pour ses nombreuses victoires sur le respect des animaux. À part les fêtes de Noël, est-ce que vous pouvez nous rappeler les actions et les victoires de l'association et nous parler également de vos prochaines actions? Alors, L214, c'est donc une association qui existe 2008, qui est aujourd'hui soutenue par plus de 28 000 membres et donateurs qui nous donnent justement les moyens d'agir, de continuer de faire des enquêtes filmées. C'est pour ça qu'on est connu aujourd'hui, c'est les enquêtes filmées. Donc on a enquêté sur la production de foie gras dont on vient de parler. On a enquêté sur les conditions d'élevage des poules pondeuses. On a enquêté sur les conditions d'élevage des lapins, sur le broyage des poussins, là aussi dans l'industrie des poules pondeuses et du foie gras. On a qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur les abattoirs. C'est ce qui a contribué à faire connaître vraiment L214 en lui-même entre guillemets. C'est vraiment la question des abattoirs, la façon dont on tue les animaux. On a montré les images des abattoirs, et qu'ils soient des grands abattoirs, mais aussi les plus petits
aussi, qui sont avec des labels, qui travaillent pour les labels bio, labels rouges ou les commerces de proximité. Donc voilà, on a essayé de montrer un petit peu l'étendue. Enfin, les animaux sont tués de la même façon, quel que soit le label qui est attribué ensuite sur le morceau de chair qu'on en fait. Donc on a ces actions de montrer la réalité, d'une part. Sur les poules, on ne s'est pas arrêté à ça. On s'est tourné aussi vers l'industrie agroalimentaire. On a convaincu la grande majorité des supermarchés à renoncer à date butoir, c'est-à-dire d'ici 2025 au plus tard, à renoncer à vendre des œufs de poule élevés en cage de batterie. On fait la même chose aujourd'hui auprès de la restauration hors domicile et auprès des fabricants, puisqu'il y a énormément d'œufs qui sont utilisés dans la fabrication de produits. Quand vous achetez une boîte de gâteaux, bien souvent, malheureusement, il y a des œufs dedans et des œufs de poule élevés en cage. Donc là, on a convaincu pas mal d'acteurs, au moins 70 acteurs de l'industrie agroalimentaire, à s'engager à ne plus utiliser d'œufs de poule de batterie sur des délais plus ou moins longs, enfin au plus tard en 2025. On a des actions vers les politiques aussi sur cette question, par exemple des cages pour les poules pondeuses, demander l'interdiction totale de l'élevage en cage, de l'élevage en batterie des poules pondeuses. Donc ça, c'est vraiment dans notre rôle de dénonciation et dans notre rôle d'essayer de faire reculer la cruauté qui est faite aux animaux. C'est-à-dire que si on supprime les cages, on ne supprime pas toutes les maltraitances sur les animaux, malheureusement, mais au moins on a fait reculer la forme qui est considérée par tous, scientifiques, opinion publique, comme la pire forme d'élevage pour les poules pondeuses. Donc voilà, on élimine cette possibilité-là qui existe encore malheureusement aujourd'hui. Et puis après, on est une association qui propose, donc par l'intermédiaire de notre site Vegan Pratique, dessus vous avez le Veggie Challenge, pour vous lancer pendant 21 jours à découvrir l'alimentation végane. Donc une lettre d'info tous les jours avec des trucs, des astuces, des recettes, etc. Vous avez Vego Resto pour vous permettre de vous repérer quand vous allez au restaurant, de choisir un restaurant qui vous propose au moins une option végane. Vous avez notre site Politique et Animaux qui vous permet d'interpeller les politiques sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils ne font pas en faveur des animaux. Et puis vous avez notre site d'information viande.info qui regroupe toutes les conséquences de la surproduction et de la surconsommation de produits d'origine animale. Donc on va parler environnement, santé publique, partage des ressources, on va parler de l'élevage, des abattoirs, de la pêche, de l'aquaculture. Donc voilà, vraiment essayer de faire un tour d'horizon. Aujourd'hui, vraiment, L214, c'est une espèce de couteau suisse avec plein d'actions un petit peu dans toutes les directions, de façon à poser les informations sur la table, à donner des pistes d'action, que ce soit des pistes d'action pour, par exemple, inciter un engagement pour une industrie agroalimentaire ou pour agir soi-même. Parce que ce qui est chouette dans la cause animale, je vois, c'est pas forcément pareil que dans ce qu'on peut faire pour les êtres humains. Par exemple, moi, je suis complètement scandalisée par les guerres qui ont encore lieu aujourd'hui, les conflits qui ont lieu partout dans le monde. Mon problème, c'est que je suis ici en France et que je ne sais pas quoi faire concrètement pour venir en aide à ces gens. Alors, on peut faire ponctuellement quelque chose, mais significativement, je ne sens pas que j'ai une influence majeure sur ce qui se passe. Alors que concernant la question animale, par nos choix de tous les jours, on a une action très concrète sur ce qui est fait ou pas aux animaux. Donc ça vaut vraiment le coup de se saisir de cette question et d'aller explorer. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est que au moins les gens se posent cette question, parce que depuis qu'on est tout petit, finalement, on ne nous incite pas à nous poser la question. Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier jour où vous avez mangé de la viande. Moi, je ne m'en rappelle absolument pas. Par contre, je me rappelle du jour où j'ai arrêté, où j'ai pris la décision consciente d'arrêter parce que je me rendais compte que quand je mangeais de la viande, j'étais en train de manger des animaux qu'on avait tués exprès et qui auraient voulu continuer à vivre. Et le jour où ça m'est arrivé, c'était pas un cochon issu d'élevage, un morceau de lard issu d'élevage industriel. C'était le cochon de la famille qui avait été élevé dans la souillarde de la famille, qu'on avait tué dans la cour de la ferme. C'est vraiment de se rendre compte que les animaux, ce sont des êtres à part entière, doués de sensibilité, qui ont leur propre vie à vivre, et qu'aujourd'hui, on s'est complètement accaparé
leur vie, de leur conception à leur mort de façon tout à fait scandaleuse quand on commence à prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Donc voilà, L214, un petit couteau suisse, de l'information, des actions proposées, une association qui râle, une association qui propose, qui est toujours dans la bienveillance. On n'est pas là pour juger, on n'est pas en opposition aux éleveurs ou aux abatteurs. Notre objectif n'est pas de chercher des coupables, notre objectif est vraiment de chercher des solutions. Comment on sort de l'ère des abattoirs? Aujourd'hui, maintenant, on n'est pas en situation de survie. Donc on a vraiment les moyens à notre disposition de changer notre monde, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de combien de fois L214 a été poursuivi en justice? Alors je n'arrive plus à compter, j'avoue. Je sais que pour le bilan, j'ai été obligée de calculer, justement, on avait plus une trentaine d'actions en justice. Alors soit L214 qui porte plainte, soit des plaintes qu'on reçoit de la part des entreprises qu'on gêne, faut bien le dire. Voilà, donc on en a pas mal. Pour vous faire une petite idée, l'an dernier, sur notre budget annuel, on a provisionné, je crois, 700 000 euros qu'on a provisionné, c'est-à-dire c'est le cumul de tout ce que les entreprises qui ont attaqué L214 réclament en dommages et intérêts. C'est énorme. C'est encore pas tombé. Je continue de toucher du bois. Pour l'instant, L214 n'a pas eu de condamnation lourde. Mais on a bien vu cette année, par exemple, Sébastien et Tony, qui sont deux de nos enquêteurs, qui, en allant rechercher une caméra parce que le lanceur d'alerte avait des difficultés dans cet abattoir, sont entrés dans l'abattoir pour aller chercher des caméras, se sont fait arrêter. Ils se sont fait condamner chacun à 1 000 euros d'amende à payer sur le coup et 5 000 avec sursis pour avoir osé pénétrer dans un abattoir pour essayer de faire la lumière sur les conditions d'abattage des animaux. Et là, on allait chercher justement, l'idée c'était de montrer de quelle façon sont asphyxiés les cochons dans les fosses à CO2, asphyxie qu'on nous vend pour un étourdissement. Comment on peut soutenir l'association L214? Donc comment nous soutenir? Donc je vous le disais, éventuellement nous suivre sur les pages Facebook, Twitter, Instagram. On a aussi une lettre d'info qu'on envoie à peu près une fois par semaine et sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir l'agenda hebdo, dimanche matin, les actions de rue qui sont possibles. On a un réseau de bénévoles dans une cinquantaine de villes en France aujourd'hui qui sont hyper actifs et qui vous proposent des actions, de les rejoindre dans les actions de rue, par exemple. Vous pouvez bien sûr adhérer à l'association. C'est un fort soutien, alors d'une part pour nous permettre de faire nos actions effectivement, mais aussi pour que quand on se présente en face de professionnels de l'agroalimentaire ou d'élus, de pouvoir dire, on a tant de personnes qui sont membres aujourd'hui de l'association, donc qui, avec nous, décident d'interpeller sur tel ou tel sujet. Donc, donc soutenir l'association L214, c'est la suivre sur les réseaux sociaux, c'est éventuellement s'abonner à la lettre d'information pour recevoir justement des actions à faire. On a aussi une lettre d'information spéciale qui s'appelle les actions express pour les animaux. Et là, on reçoit 2 petites actions à faire chaque semaine sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, soit sur Twitter. Il y a moyen de rejoindre les groupes locaux dans les actions de rue. Là aussi, tout est sur notre site, en fait, sur l214.com. Vous retrouvez toutes ces informations. Nous soutenir en étant adhérents, c'est aussi une bonne façon de soutenir l'association. Ça nous donne des moyens, d'une part, et puis d'autre part, ça nous donne de la représentativité, de la légitimité dans nos revendications. Donc voilà, n'hésitez pas, l'adhésion est à prix libre, donc chacun peut faire en fonction de ce qu'il a envie, de ce que son cœur lui dicte. Et voilà, et du coup, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin d'année. Je vous souhaite des fêtes chaleureuses et si possible, du coup, sans porter préjudice aux animaux, faisons de cette fin d'année un moment convivial, chaleureux et bienveillant.
ce sera bien pour tout le monde. Merci Brigitte Gauthier. Eh bien, je vous souhaite également de joyeuses fêtes Veggie. Et puis, j'espère à très bientôt sur l'antenne d'Ici et Maintenant. Et encore une fois, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Au revoir.